Masono Mando Mambote Matondo Kwanzan. C'est ça notre réponse dans notre culture de Mandombe. C'est comme ça que nous répondons Matondo Kwanzan. Mes très chers frères et sœurs, mes très chers papas et mamans Nkwanoenga, une fois de plus, je vous souhaite les bienvenus au programme de Mandombe University. Mandombe University, c'est un instrument que nous sommes en train d'utiliser pour la transmission des connaissances du Mandombe, qui est le fruit de 23 ans de systématisation scientifique, épistémologique du Mandombe, qui est la mission que Papa Wabeladio m'avait confiée il y a 23 ans. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, la présentation que nous sommes en train de faire, les cours que nous sommes en train de donner à l'université Mandombe, en fait, c'est le résultat de cette recherche qui a été entreprise durant 23 ans. Donc, aujourd'hui, notre cours va se baser sur l'étude pratique du Mandombe. L'étude pratique du Mandombe, spécifiquement, nous allons étudier le fonctionnement du système de pensée Mandombe. Le point 1, nous avons étudié la structure de base du Mandombe. Nous avions dit que la structure de base du Mandombe, c'est le mur de briques. Donc nous avons étudié le mur de briques dans la perspective égyptologique, dans la perspective géométrique et dans la perspective Mandombe. Et aujourd'hui, nous allons étudier le fonctionnement du système Mandombe. Comme nous le savons dans la perspective, le mur de briques dans la perspective Mandombe, nous avons dit que le Mandombe est parti de la révélation de Papa Simon Kimbangu, qui a révélé le Mandombe à Papa Wabeladio. Et qu'est-ce qu'il lui a révélé en réalité? D'abord, Papa Wabeladio, il a été imbu d'une force spirituelle qui lui a permis de découvrir sur le mur de briques que les lignes horizontales et verticales formées par la superposition de briques n'est qu'une combinaison de deux éléments géométriques qui se ressemblent aux chiffres 5 et 2. Et en fonction de ces deux chiffres, Papa Wabeladio, il a conçu tout un système de pensée à travers l'orientation spirituelle qui lui avait été donnée en rêve lorsque Papa Simon Kimbangu lui a dit qu'à partir de ces deux éléments que tu viens d'observer sur le mur de briques, le noir fera tout ce dont il a besoin dans l'activité matérielle. Et il lui avait présenté un certificat d'activité matérielle. Et c'est en fonction de ces deux éléments qui ont été découverts sur le mur de briques que Papa Wabeladio va concevoir ce que nous appelons le système de pensée Mandombe et toutes ses applications. Donc, dans le cadre du fonctionnement du système Mandombe, nous allons nous baser sur les deux éléments qui ont été découverts sur le mur de briques. Voilà les deux éléments que nous avons appelés Papundungu et Pelekete. Donc, les deux éléments, cet élément représente la famille Papundungu et cet élément représente la famille Pelekete. Donc, ça c'est Papundungu et ça c'est Pelekete. Donc, la figure qui se ressemble au chiffre 5, en fait, ce n'est pas le chiffre 5, ce n'est pas un chiffre, c'est le chiffre 5, mais la figure qui se ressemble au chiffre 5 est appelée Papundungu et la figure qui se ressemble au chiffre 2 est appelée Pelekete. Alors, nous sommes en train de parler de l'organisation du système de pensée. Cette organisation est constituée de deux familles. Nous avons la famille Papundungu représentée par Papundungu et nous avons la famille Pelekete représentée par Pelekete. Ensuite, nous avons les quatre positions. Chaque famille a sa position. Ici, nous avons la position Nkenge et la position Nkande. Donc, dans la famille Papundungu, nous avons la position Nkenge et nous avons la position Nkande.
Dans la position Kenge, nous écrivons le Papunungu de haut en bas. De haut, à partir du point de départ, ici nous avons le point de départ. Ce qui est en rouge, c'est le point de départ. Notre Singini, nous avons déjà étudié ça. Le Singini, c'est le point de départ. Et enfin, le point de départ. Et nous suivons ce circuit qui part du premier côté, deuxième, troisième, quatrième et le cinquième côté. Enfin, nous avons la sortie. Donc, du point de départ, nous avons cette flèche qui indique l'entrée, le Nkotolo, l'entrée, et puis nous avons la sortie. Donc, la famille, dans la position Kenge, nous avons le Singinikia Zulu. Le Singinikia Zulu, c'est le point de départ d'en haut. Et nous avons la position Kando. La position Kando, c'est lorsque nous commençons à écrire le Papundungu du bas vers le haut. Nous avons ici notre Singini. C'est cette logique qu'il faut suivre. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous avons 5 côtés. Nous commençons à écrire du bas vers le haut. Et de l'autre côté, nous avons la famille Pelekete. Nous avons la position Nsona. Dans la position Nsona, nous commençons à transcrire le Pelekete du haut vers le bas. Donc nous avons notre Singini, Singinikia Zulu, on écrit du haut vers le bas. Et ensuite, toujours la même logique, on ne peut pas tricher. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc les flèches indiquent la logique de la transcription du Mvoala. Donc de notre Papuno Pelekete, pardon. Et nous avons la position Konzo. Dans la position Konzo, nous avons le point de départ d'en bas, le Singini Kensi, qui part du bas vers le haut, en suivant les flèches 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà un peu comment est organisé le Mvoala. Ici, c'est ce que nous appelons les Mvoala Zampamba, ou bien encore les éléments simples. Les éléments simples, ce sont les Mvoala Zampamba. Mpamba signifie Mpamba signifie en Kikongo rien. Mpamba, ça veut dire rien. Donc simple. Mvoala, nous avons déjà étudié ça. Le Mvoala, c'est toutes les structures, ou bien tous les éléments, les dérivés qui font partie de la structure des deux éléments qui ont été découverts sur le mur de briques. Voilà, nous avons maintenant le fonctionnement, la réalité de les deux Mvoala. Les deux Mvoala Zampamba, comment est-ce qu'ils sont constitués. Nous avons le Singinikia Zulu, et nous suivons dans le Singinikia Zulu. Là où on commence, c'est là où il y a aussi l'entrée, ou encore le Nkotolo. Nous avons l'entrée, le Nkotolo. En rouge, c'est le Singini. Donc, voilà la logique que nous suivons. Les flèches 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut toujours suivre cette logique. En commençant par le point de départ, il faut d'abord insister sur le point de départ. Et puis, on marque 1, 2, 3, 4 et 5. À la fin, nous avons la sortie, qui est le Ndumpa. Le Ndumpa, c'est la sortie. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, nous avons le Singinikia Nsi, ici le Singinikia Zulu, et de l'autre côté, ce Mvoala, c'est le Singinikia Nsi. J'aimerais également signifier que la fois passée, lorsque nous avons étudié les Mvoala Zampamba, nous nous sommes dit que le Mvoala Mpamba, chaque Mvoala Mpamba a son nom. Donc ici, le Mvoala Mpamba de la famille Papundungu qui commence par le Singini d'en haut, c'est Pap. Et celui qui commence en bas, c'est Nungu. Donc voilà, il a aussi sa sortie. Donc voilà un peu comment est structuré les deux Mvoala Zampamba de la famille Papundungu. Nous allons maintenant voir les deux Mvoala Zampamba de la famille Pelekete. C'est la même logique, pratiquement. Donc, nous avons le point de départ, Singinikia Zulu, qui marque le Nkotolo, l'entrée. Et puis ici, nous avons la structure
du voilà tel que ça se présente. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous avons la sortie. La sortie, c'est le Ntumpa. Le Ntumpa, c'est la sortie alternative. Je vais vous raconter une histoire. En fait, le Ntumpa, ça démontre l'intelligence du rat. Ou encore l'intelligence du rat. Le rat, lorsqu'il creuse ces tunnels sous la terre, il a toujours des sorties d'alternatives. Là où il rentre, ce n'est pas généralement là où il sort. Parfois, c'est là où il sort, mais il a toujours des sorties alternatives. Donc, ce qu'on peut appeler les issues des secours. Donc, il peut en avoir 2 ou encore 3. Donc, maintenant, ici, dans le Mandonde, on a juste un seul Ntumpa. Une seule sortie de secours, en fait. Une seule sortie. Parce qu'on a une entrée et puis on a une sortie. Donc, c'est dans l'esprit de la logique de l'intelligence du rat que Papa Wabeladio a codifié la structure du fonctionnement du Mvwala-Mpamba, ou bien encore du Mvwala. Donc nous avons une entrée et nous avons une sortie. Donc le Nkotolo, ça vient du mot kota, rentrer, et puis la sortie c'est Ntumpa. Donc lorsque par exemple les rats, lorsqu'on faisait une fois j'ai participé à la chasse des rats au village avec mon grand-père, ce qu'on faisait, c'est que on mettait du feu au Nkotolo à l'entrée, et la fumée qu'on mettait ici à l'entrée au Singini circulait dans le tunnel que le rat avait constitué. Et mais comme le rat est très intelligent, avec sa sortie, si les chasseurs de rats ne prennent pas les précautions d'identifier les sorties des tunnels des rats, effectivement, le rat, là où il se trouve, dès qu'il va constater qu'il y a un grand danger, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver à la sortie, à son issue de secours, et il va sortir, il va s'évader, il va fuir en fait. Maintenant, si avant de mettre le feu, les chasseurs de rats identifient d'abord les Ntumpa, les sorties, eh bien, on va mettre soit des sachets, soit des marmites à la sortie des tunnels. Donc, lorsqu'on va mettre du feu, eh bien, le rat, lorsqu'il va se sentir en danger, il va fuir et il va défoncer son Ntumpa, bien sa sortie, et voilà, il est attrapé. Donc, c'est cette logique qui a permis à Papa Wabeladio de codifier les entrées et les sorties des Ntumpa, des Mvwala. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, le Mvwala s'écrit, le Mvwala-Mpamba de la famille Pelekete s'écrit de cette manière, se transcrit de cette manière. D'abord, le point de départ, et ensuite, le circuit, en fait, le circuit des Mvwala jusqu'à la sortie. Donc, cette logique doit être respectée. C'est cette logique qui dresse en fait notre intelligence. C'est cette logique qui permet de développer la connexion, de produire les nouvelles connexions de nos neurones. C'est ça qui développe la créativité et l'intelligence. Et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Notre entrée, Nkotolo, part du bas vers le haut. Donc voilà un peu comment est structuré nos Mvwala, les Mvwala-Mpamba. Bien encore, les éléments simples sont structurés de cette manière. Eh bien, nous allons passer au
aux caractéristiques. Maintenant, nous allons étudier les caractéristiques. Les caractéristiques d'un voile. Nous avons en fait 3 caractéristiques d'un voile. Il y en a 3. La première caractéristique, c'est sur les côtés. Il y a ce qu'on appelle les côtés ou encore les... en fait, ce sont les côtés. Chaque voile en pamba a 5 côtés. Et on commence toujours à compter les côtés à partir du point de départ. Ça, voilà notre point de départ, notre voile. Donc, nous avons un côté, 2 côtés, 3e, 4e et le 5e côté. Ici aussi, on commence à compter par le bas. Voilà notre singini, notre ngotolo. 1, 2, 3, 4 et 5. Au 5e côté, c'est là où il y a le ntumba. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, ce sont les parties. Un voile en pamba a 2 parties. Nous avons la partie supérieure et la partie inférieure. Donc, à partir de ces les deux parties, c'est à ce moment-là nous allons comprendre que dans la partie supérieure de Papou, c'est là où se trouve le Singini. La partie inférieure de Papou, c'est là où se trouve le Ntumpa. La partie supérieure de Papou Ndungu, de Ndungu, c'est là où se trouve le Ntumpa, et la partie inférieure de Ndungu, c'est là où se trouve le Singini, bien encore le Nkotolo. Et en dehors de la partie, nous avons les extrémités. Chaque voile en pamba a 2 extrémités. Nous avons l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Le papo à l'extrémité gauche et à l'extrémité droite. Le noum aussi à l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Donc voilà un peu en général les caractéristiques des voiles. Ces caractéristiques sont très importantes parce que ce sont ces caractéristiques qui vont nous permettre de faire les mathématiques, de faire, même dans le cadre de l'écriture, les connexions que nous allons faire avec les syllabes. Ça nous permettra de bien identifier nos caractères par rapport à ces caractéristiques. Donc chaque voile a ses caractéristiques et chaque famille a ses caractéristiques. Ça, c'était pour la famille Papundobu. Maintenant, nous sommes dans la famille Pelekete. Effectivement, nous avons les côtés. Le Voilampamba, ici nous avons le Pélé. Le Pélé a 5 côtés. 1, 2, 3, 4 et 5 côtés. Le Kété aussi a 5 côtés. Ici, nous avons les extrémités, en fait les parties. Nous avons la partie supérieure et la partie inférieure. Ici aussi, nous avons la partie supérieure et la partie inférieure. Donc, il y a deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Et en dehors des parties, nous avons les extrémités. Ici, notre voile Pamba, qui est le Pélé, a l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Ici aussi, notre voile, le Kété, il a l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Donc, voilà en un mot comment sont représentées les caractéristiques d'un voile. Et ces caractéristiques sont très fondamentales dans le cadre de la continuité de notre étude. Parce que si vous brûlez les étapes là où nous partons, vous aurez beaucoup de difficultés. Nous allons maintenant passer à un autre cas de la situation des voiles. Ici, j'aimerais vous parler de ce que nous appelons les mesures, l'étude des mesures, les TESO. Les mesures, en réalité, c'est l'étude géométrique des figures des voiles par rapport à l'unité de mesure d'une voile qui est le côté.
Parce que ici, nous sommes en train de faire l'étude du voilà, mais le voilà a des mesures. Donc, les mesures du voilà, en fait, c'est une étude, c'est l'étude des caractères du mandombe, principalement du voilà, par rapport à l'unité de mesure du voilà. Mais c'est quoi l'unité de mesure du voilà? L'unité de mesure du voilà, c'est le côté. Donc, les mesures du voilà se font, l'étude des mesures du voilà se font en fonction de l'unité de mesure des voiles, qui est le côté du voile. Et en fonction de l'espace ou encore le plan dans lequel est inscrit le voile. Nous avons par exemple un caractère, qui est le voilà, bien encore paku. On veut transcrire un paku dans un espace très petit, ou bien encore dans un plan très petit, très réduit, ou encore dans un plan, oui, dans un plan très réduit. Eh bien, nous allons utiliser les mesures. Nous allons utiliser les mesures pour transcrire, pour savoir, pour qu'on soit à la hauteur de transcrire le voilà, notre voilà, dans cet espace-là. Donc, en fait, c'est une adaptation qu'on fait. L'adaptation qu'on fait de la dimension, de la taille du voilà, pour que le voilà soit effectivement inscrit dans ce plan. Donc, en fait, c'est cette étude qui nous permet d'adapter et de transcrire n'importe quel voilà dans n'importe quel plan ou encore espace. Et cette étude ou encore la mesure de voilà a réellement cet objectif qui consiste à adapter ou encore à transcrire la figure du voilà dans n'importe quel espace ou encore dans n'importe quel plan. Alors, les applications, c'est ce que je viens de dire, les mesures de voilà sont beaucoup plus utilisées dans les sciences appliquées du mandombe. Par exemple, dans le kimbangu, dans le zunganisa, qui est la mécanique mandombe, dans l'architecture mandombe, qui est le tunga 02, dans l'urbanisme, le tunga 01. Donc, et surtout dans l'art et l'écriture, on utilise beaucoup la réalité des mesures. En plus de ça, on va parler de différents types de mesures. Il y a 3 types de mesures. Nous avons les mesures carrées, les mesures rectangles et les mesures mixtes. Alors, nous allons passer à l'illustration de ces mesures. Ou encore, avant de passer à l'illustration de ces mesures, nous allons faire l'étude des mesures carrées. C'est quoi en fait les mesures carrées? Les mesures carrées, c'est l'état géométrique d'une voilà dans lequel tous les côtés sont égaux. Tous les côtés sont égaux, les côtés horizontaux et les côtés verticaux. Parce qu'en fait, un voilà mpamba, bien quoi, un voilà dans un contexte général, a des côtés horizontaux et des côtés verticaux. Donc, l'étude ou bien encore la mesure carrée, on a une mesure carrée, encore, la mesure carrée d'un voilà est l'état géométrique d'un voilà dans lequel tous les côtés sont égaux. Lorsque dans un voilà, tous les 5 côtés sont égaux, à ce moment-là, on dirait que nous sommes devant un voilà de mesure carrée, parce que tous les côtés sont égaux. Et on va justifier pourquoi on parle de carré. Eh bien, parce que lorsque un voilà c'est un voilà de mesure carrée, il nous offre en fait deux figures carrées, donc dans les 2 parties, la partie horizontale et la partie verticale, la partie supérieure et la partie inférieure. On retrouve 2 carreaux, 2 carrés en fait, 2 carrés, mais ce sont des carrés inachevés, parce que on n'a que 3 côtés. Le 4e côté du carré
et inachevé. C'est ce que en fait nous allons voir dans les illustrations. Voilà maintenant l'illustration. Nous allons constater que ici nous avons parcours, ici nous avons nous. Dans la partie sud, nous allons constater le premier côté, le deuxième et le troisième côté sont égaux. Les côtés sont égaux, nous avons 3 côtés égaux. Et ici, nous avons le 4e côté inachevé. Donc, c'est sous-entendu, un côté sous-entendu. Et c'est ça qui nous permet d'avoir un carré supérieur et un carré inférieur. Donc, là où nous avons le Singini, on a un carré supérieur, un carré inférieur. Dans la partie supérieure, nous avons un carré, la partie inférieure, nous avons aussi un carré. Et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Ici, nous avons le Singini, la partie inférieure, nous avons un carré, et la partie supérieure aussi, nous avons un carré. Donc, nous avons 1, 2, 3 côtés qui sont égaux, et nous avons le 4e côté ici qui est sous-entendu, parce que, en fait, ici, on n'a pas... un voilà de ce côté n'a pas, un voilà mpamba n'a que 5 côtés. Un voilà mpamba n'a que 5 côtés. Donc ici, c'est un côté sous-entendu. Voilà pourquoi nous parlons d'un carré inachevé. Et en haut aussi, nous avons un carré inachevé. Donc, de part et d'autre, que ce soit dans la partie supérieure, la partie inférieure, nous avons des carrés inachevés. Et nous allons regarder dans la famille Pelekete aussi, c'est la même chose. Nous avons les 5 côtés, 1, 2, 3, 4, 3 côtés, le 4e côté, la partie supérieure, nous avons un carré, la partie inférieure aussi, nous avons un carré. Et ici aussi, chez Kete aussi, c'est la même chose. La partie supérieure, nous avons un carré, la partie inférieure, nous avons aussi un carré. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les mesures carrées. Donc, pour récapituler, les mesures, il y a mesure carrée dans un voilà lorsque tous les côtés d'un voilà, sont égaux. Tous les côtés du voilà sont égaux. Donc, que ce soit les côtés horizontaux et les côtés verticaux, tous les voilà sont égaux. Et ce sont des mesures carrées parce que les figures d'un voilà, nous offrent en fait la combinaison, les voilà dans la partie supérieure nous offrent des figures carrées avec des figures carrées inachevées. Donc la partie supérieure, dans chaque partie, la partie supérieure et la partie inférieure. Donc voilà un peu en un mot ce qu'on aimerait vous présenter sur ce que nous appelons les mesures carrées. Nous allons maintenant passer aux mesures rectangles. Les mesures rectangles, c'est quoi? En fait, c'est presque la même chose. Les mesures rectangles, c'est l'étude des mesures rectangles. C'est l'état géométrique du voilà dans lequel les côtés verticaux ont des dimensions différentes par rapport aux côtés horizontaux. Nous savons que le voilà, un voilà mpamba, a des côtés horizontaux et des côtés verticaux. Donc, lorsque nous nous retrouvons devant un voilà mpamba avec des côtés horizontaux différents des côtés horizontaux, effectivement, à ce moment-là, nous serons devant un voilà de mesure rectangle. Donc, la différence, c'est dans le cadre des dimensions. Donc, nous pouvons avoir un voilà horizontal supérieur en termes de dimension supérieure par rapport au voilà vertical. À ce moment-là, on parlerait d'un voilà de mesure rectangle. Pourquoi en fait une mesure rectangulaire
est appelée une mesure rectangulaire? Il y a encore mesure rectangle. Eh bien parce que la mesure rectangle nous offre deux figures rectangulaires non achevées dans chaque partie d'une voile. La partie supérieure et la partie inférieure nous donnent deux figures géométriques rectangulaires. Pardon. Et toujours dans notre étude, nous allons nous rendre compte que il y a deux types de mesures rectangulaires. Nous avons les mesures rectangulaires horizontales et les mesures rectangulaires verticales. C'est ce que nous allons définir, ce que nous allons étudier. Ce que nous allons étudier, voilà, nous avons l'étude de la mesure rectangulaire, l'étude de la mesure rectangulaire. Ok, voilà, nous avons l'étude de la mesure rectangulaire horizontale. L'étude de la mesure rectangulaire horizontale, bon, ici nous sommes déjà dans la perspective, la représentation dans le cadre d'une voile Zampamba. Nous allons remarquer que ici, notre voilà, la partie supérieure, nous avons un rectangle et la partie inférieure, nous avons aussi un rectangle. Donc voilà un peu comment est-ce qu'elle se représente. Ça peut être dans le cadre de la famille Pakundongo et le cadre de la famille Pelekete, c'est la même réalité. Donc nous avons ici la réalité de la mesure rectangulaire horizontale. Nous allons maintenant voir la mesure rectangulaire verticale. La mesure rectangulaire verticale, c'est lorsque nous avons le côté vertical, la dimension du côté vertical supérieure à la dimension du côté horizontal. À ce moment-là, nous aurons la mesure rectangulaire verticale. Parce que notre triangle que nous allons obtenir dans la partie supérieure, c'est un rectangle vertical, un rectangle debout. Alors que dans l'étude précédente, l'autre rectangle est horizontal parce que c'est le côté horizontal qui est supérieur au côté vertical. Donc voilà un peu la réalité, c'est comme ça qu'elle se passe. La partie supérieure, nous avons un triangle, un rectangle, pardon. La partie inférieure aussi, nous avons un rectangle. De l'autre côté, chez nous aussi, c'est la même chose. La partie inférieure, nous avons un rectangle vertical et la partie supérieure, nous avons aussi un rectangle vertical. Voilà. Et nous allons voir la démonstration de la mesure rectangle verticale dans la famille Pelekete. C'est la même réalité. La partie supérieure, nous avons un rectangle vertical supérieur et la partie inférieure, nous avons un rectangle vertical inférieur. Donc, dans cette réalité, nous allons vite constater que le côté vertical est supérieur au côté, est supérieur en termes de dimension, est supérieur par rapport au côté vertical, par rapport au côté horizontal. Donc voilà un peu comment est-ce que la réalité des mesures rectangulaires verticales se présente dans la logique de l'étude des mesures. Nous allons passer maintenant, tel que j'avais dit, trois types de mesures. Les mesures mixtes, mais non, les mesures mixtes, c'est en fait lorsque dans une figure, nous avons la mesure rectangulaire dans la partie supérieure et nous avons la mesure carrée dans la partie inférieure.
Donc c'est un peu comme ça qu'elle se présente. Pour aujourd'hui, nous avons terminé notre présentation. Nous aurons des exercices à faire parce que c'est la partie maintenant pratique. Vous allez suivre en bas la partie des exercices où chacun de nous, chacun de vous va transcrire les voilà. On va donner des exercices que chacun de nous va suivre. Donc voilà un peu, il serait très important, très nécessaire que chacun de vous puisse suivre, accompagner, suivre toujours les vidéos afin que vous puissiez maîtriser ces connaissances et développer votre capacité neuronale de connexion en fait pour créer ce que nous appelons les nouveaux circuits neuronaux qui développent en fait la capacité de connexion, la capacité du développement de notre mémoire et de notre intelligence. Donc voilà un peu en réalité ce que nous avions à vous transmettre pour la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine fois, nous serons, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné un plus pour le développement de vos connaissances en Mandembé. À nous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup.